Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, Kinopod tout seul, en l'absence de mes cinébodies chers à mon cœur, un petit amuse-bouche en attendant le prochain Kinopod et le prochain Kino Duo, souvent en la présence du cinébody extraordinaire Philippe Sedbon. Alors aujourd'hui, pour vous parler d'un film que j'ai vu hier, qui est tout frais, tout récent, j'essaierai de limiter les spoilers si vous ne l'avez pas encore vu, mais le film est sorti le 20 juin, je crois, donc ça fait déjà un petit moment, presque un mois, et il s'intitule 28 ans plus tard. Alors c'est une continuation de la saga de Danny Boyle et Alex Garland, qui depuis est devenu lui-même un metteur en scène confirmé, et qui a commencé, je crois, en 2002, avec 28 jours plus tard, et qui a mis sur la carte le grand Cillian Murphy, qui gagnerait l'Oscar pour Oppenheimer, un Oscar bien mérité. Alors Cillian n'est pas dans le film cette fois-ci, il est coproducteur, et on annonce déjà le film suivant, puisque Danny Boyle et Alex Garland reboot la franchise avec un triptyque, une trilogie, qui commence donc par 28 ans plus tard, et le prochain aurait déjà été tourné et s'intitulerait Le Temple d'Ossement, The Bone Temple, qui figure de façon proéminente dans le film dont je vais parler aujourd'hui, et qui cette fois-ci aura Cillian Murphy dans son générique, ainsi que les Jimmies, mais plus sur les Jimmies dans un instant. Alors, le film est aussi bien que les précédents, je trouve. Je ne l'ai pas adoré, mais je l'ai suffisamment aimé pour lui consacrer un podcast. Je l'ai vu en compagnie de mon papa, avec qui je devais faire un kino duo sur le film, mais à cause des forts accents écossais, il n'a pas compris grand-chose à l'histoire. J'ai été obligé de lui résumer après la projection, donc il a préféré se désister, jugeant le film injugeable. Mais donc, comme je le disais, le film offre une nouvelle aventure. On se sépare complètement des films précédents cette fois-ci. On garde simplement le concept des infectés, donc pas des zombies, des infectés, infectés par le virus de la rage. Et on joue un petit peu dans le même bac à sable que les films précédents, tout en apportant de nouvelles idées, car Garland et Boyle, on avait vu que le film précédent, qui était très bien fait par un metteur en scène espagnol, euh, élargissait le canevas en ayant un film plus global avec les Américains qui envahissaient Londres, avec le grand Robert Carlyle, une espèce de zombie émotionnel. Mais cette fois-ci, donc, on oublie les zombies envahissant la Tour Eiffel à la fin, on oublie Robert Carlyle, Cillian Murphy, tous les personnages qui sont venus dans les films précédents, et on commence une histoire fraîche, une histoire à zéro, puisque nous sommes désormais 28 ans plus tard. Alors, 28 semaines plus tard, le deuxième film que je vous recommande également de la franchise était tourné en 2007, donc 5 ans après le précédent. Ils ont joué un petit peu avec l'idée de faire 28 mois plus tard, mais c'est vrai qu'ils se sont rendus compte qu'il y a tellement de temps, tellement d'eau avait coulé sous les ponts, que c'était un peu ridicule. Et donc près de 20 ans après, ils se retrouvent à faire ce 28 ans plus tard, avec donc une nouvelle histoire, de nouveaux personnages. Cette fois-ci, on oublie la pandémie mondiale, ça n'est plus que l'Angleterre qui est contaminée dans une espèce de parabole un peu lourde sur le Brexit. Et on voit une société qui est revenue à des mœurs féodales, médiévales, et qui s'occupe de la terre. Et ça m'a presque fait penser à The Wicker Man, l'extraordinaire film avec Christopher Lee et Britt Ekland, non pas l'homme au pistolet d'or, mais l'autre, où tout d'un coup on avait cette société païenne qui rendait hommage à des dieux païens. Et bien là, on est revenu effectivement à quelque chose de plus ancien, où l'eau est rationnée, où les gens font soit de la couture, soit du pain. Et c'est très bien foutu parce que on sent tout le talent de Danny Boyle qui, une fois de plus, innove de façon technologique, puisque le premier film était tourné notoirement avec les premières caméras vidéo et lui donne cette espèce de grain home vidéo presque qu'on voyait au début avec ce Londres totalement déserté. Ils avaient réussi à faire déserter Londres en envoyant de ravissantes assistantes bloquer les gens qui sortaient de boîte de nuit au feu rouge, et ça avait marché parce que pour un budget qui était assez léger, Danny Boyle sentait d'un bide critique et public qui était la plage avec DiCaprio, et il avait envie de revenir avec Dodd
Mento, son extraordinaire chef opérateur sur tous ses films par la suite, le chef opérateur de La Célébration, donc il avait envie de revenir à quelque chose de plus dogme et de faire un film beaucoup plus roots, beaucoup plus guérilla cinéma. Alors, on retrouve un peu cet esprit dans le nouveau, puisqu'il est entièrement tourné avec des iPhones, mais bon, c'est pas ces iPhones avec lesquels on fait des selfies ou avec lesquels on filme nos animaux domestiques, mais ce sont des iPhones qui ont des focales extrêmement sophistiquées, qui sont montés sur des drones et qui donc donnent une légèreté, un dynamisme, mais aussi un côté esthétique magnifique au nouveau film. Il y a des gens qui ont été un petit peu heurté par l'esthétique du film. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Ça donne une image vibrante. Tout se passe quasiment dans une forêt ou sur une île, et les vers sont magnifiquement verts, et les zombies sont magnifiquement horribles. Les infectés, pardon, avant que je n'ai dans les commentaires des gens qui ne se plaignent. Et les infectés ressemblent cette fois-ci à des hommes des cavernes. On est à mi-chemin entre la famille Manson et des hommes des cavernes, et il y a plusieurs catégorie d'infectés. Ça m'a fait penser un peu à des jeux vidéo où on affronte des boss ou des monstres de plus en plus forts. On part d'infectés qui sont des espèces de gros hommes ou femmes qui ont du mal à se déplacer et rampent sur le sol à la manière de grosses créatures préhistoriques, et qui sont par conséquent plus faciles à tuer avec les autres, viser le cœur ou viser la tête, c'est ce qu'on nous apprend dans le film. Donc, on commence par cela. Ensuite, on a ceux qu'on connaît, mais qui sont 28 ans plus tard, donc qui sont tous tout nus, et qui ressemblent donc à une espèce de culte hippie, comme je le disais, assoiffé de sang et de chair humaine. Et ils sont formidables, ils sont très rapides. Alors, on pense que c'est Danny Boyle, souvent, qui a inventé la rapidité des zombies au cinéma, mais on l'avait vu avant dans un excellent film que je vous recommande aujourd'hui, qui est Le Retour des morts-vivants, du grand Dan O'Bannon, co-scénariste de Alien, et qui faisait déjà courir et même parler ces zombies dans cet extraordinaire film qui mélangeait l'humour et l'horreur, et qu'il faut absolument voir ou revoir séance tenante, puisqu'il joue également dans le bac à sable du film de Romero, l'original, La Nuit des Morts Vivants, puisqu'ils avaient fait l'erreur avec La Nuit des Morts Vivants de mal déposer le film pour le copyright, et le faisant entrer immédiatement dans le domaine public, et permettant à toutes sortes de gens d'en faire le remake, le reboot, des inspirations. Donc Romero a dû s'en mordre les doigts comme un zombie, et par la suite, donc plein de gens piraient et s'inspiraient de son œuvre. Et donc le premier zombie qui court, c'est Don O'Bannon, Retour des morts vivants, et il a été remis à la sauce, au goût du jour, avec 28 jours plus tard, où tout d'un coup, on a ces zombies qui courent et qui sont terrifiants, qui sprintent. Ils n'ont plus rien de ces zombies qui marchaient. Le premier film de zombie, c'est White Zombie, 1932, avec Bela Lugosi, où le zombie principal ressemblait au gros méchant de Laurel et Hardy, donc c'était un peu ridicule aujourd'hui. Mais ils sont beaucoup évolués depuis, et même Zack Snyder, dans un de ses meilleurs films, sinon le meilleur, le remake de L'Aube des morts vivants, l'Armée des morts, je crois, Dawn of the Dead en anglais, quand il n'y aura plus de place en enfer, Kinopod reviendra sur Terre. Et donc, on avait une fois de plus dans ce supermarché, un lieu magnifique où, et cette critique formidable de la société de consommation qu'avait faite Romero, car chacun de ces films, comme ceux de Danny Boyle, sont une étude de notre société. C'est ça la force du film de zombie, et aussi des westerns, c'est le sous-texte, et c'est qu'ils parlent parfaitement de l'époque dans laquelle ils s'inscrivent. Alors, cette fois-ci, effectivement, on avait chez Snyder des zombies qui n'avaient rien à envier à Usain Bolt, et qui se précipitaient vers les gens avec une fureur non égalée. Alors, on retrouve ça dans 28 ans plus tard. Et je n'ai pas parlé encore de la troisième caste des zombies, qui est la plus impressionnante dans tous les sens du terme, puisque c'est les alphas. Alphas sont des espèces de créatures dont on dit que le virus de la rage agit sur eux un petit peu comme des stéroïdes, et ils sont absolument énormes, plein de muscles, avec un énorme sexe également, pardonnez-moi, mais ça c'est dans le film. Et donc ils sont beaucoup plus difficiles à tuer. On voit qu'il y a plusieurs aventures avec ces alphas à travers le film, dont un magnifique spoiler alert où l'alpha poursuit le père et son fils qui sont partis dans un voyage initiatique dans la forêt pour que le petit passe de l'âge enfant à l'âge adulte, et sont poursuivis par ce zombie sur l'eau, puisque en fait l'île qui protège les derniers rescapés profite de la marée basse et de la marée haute pour se protéger un peu mieux. Et cette fois-ci, à mi-marée basse, on a cette espèce d'énorme créature qui a quelque chose de christique, tout d'un coup, un Christ monstrueux, puisqu'il semble marcher sur l'eau, et il est même criblé de flèches à un moment, à la manière de ce célèbre
tableau biblique dont le nom m'échappe, car je n'ai aucune culture, comme vous le savez déjà, depuis longtemps. Mais donc cette scène est très effrayante et il y a comme ça quelques scènes qui sont absolument magiques. On voit Aaron Taylor Johnson dans le rôle de ce père qui emmène son fils sur les terres zombiesques pour en faire un homme. Tu seras un homme, mon fils. Et on parle de lui pour James Bond. Alors, il est formidable, vraiment. Il était déjà bien dans Bullet Train. Il était un peu moins bien dans Kraven the Hunter. Il était étrange dans Nosferatu, mais il mène sa petite carrière. Il était dans le temps Kick-Ass, déjà un peu vieux et un peu beau pour le rôle de Kick-Ass par rapport au personnage de la bande dessinée, mais là il est formidable et il n'est jamais mieux que quand il est hirsute, à la manière de ses alphas d'ailleurs, c'est une espèce d'alpha homme et non pas zombie, et il a ses cheveux longs, cette barbe qui fait que il a l'air d'un hippie guerrier et il le fait très bien. Alors maintenant, on va voir comment il peut s'en tirer si jamais il était choisi pour faire Bond avec le smoking. Mais ces jours-ci, on a annoncé Denis Villeneuve, petite tangente, pour faire le prochain Bond. Donc, fantastique. On croise les doigts. Ils ont déjà un grand metteur en scène à la barre. Et on verra si ce sera Aaron Taylor-Johnson ou même quelqu'un d'encore plus jeune. Parce qu'on avait parlé d'Henry Cavill ou Tom Hardy qui maintenant sont beaucoup trop vieux pour le rôle, comme Idris Elba, qui aurait été formidable. Mais ils ont annoncé encore plus récemment que le prochain Bond, que Danny Boyle, d'ailleurs à une époque a failli faire, il était en train de préparer Mourir peut attendre, il ne s'est pas entendu avec les brocolis pour des raisons de scénario. Peut-être ne voulait-il pas faire mourir James Bond, une icône britannique, et qu'il avait d'ailleurs mise en scène dans ses préparatifs des Jeux Olympiques, magnifiques, où on voyait Daniel Craig avec la reine. Mais donc, le prochain Bond a été annoncé comme quelqu'un de moins de 30 ans. Donc c'est la première fois qu'on verra un Bond aussi jeune et peut-être se tombera-t-il les Bond girls seront des influenceuses et il partira à la poursuite d'un méchant qui fabrique des bitcoins, après avoir fait bien sûr un combat de MMA et quelques vidéos où il teste des nouveaux bonbons. Bon Bezos de Russie, bientôt sur tous les écrans du monde. Donc revenons au film. Le film a des formidables acteurs. Alfie Williams, qui fait donc cet enfant, qui est le personnage principal du film auquel on s'identifie, qui est absolument merveilleux. Il est très très bien casté. Danny Boyle caste formidablement les enfants, comme on avait vu ça dans Millions. Et il est avec son père Aaron Taylor Johnson, le cœur du film et des aventures. Alors, on a également en troisième partie de film le très grand à propos de Bond, Ralph Fiennes, qui joue M dans la série des Bond, qui joue Voldemort, qui jouait Amon Goeth dans la liste de Schindler, j'en passe et des meilleurs. Il était formidable plus récemment dans Conclave. Il s'est fait un corps pour les aventures de Ulysse, un vieil Ulysse, dans un autre film dont j'ai oublié le titre. Mais là, il revient en espèce de colonel Kurtz de l'apocalypse zombie. Et il a une des scènes les plus émouvantes du film avec Jodie Comer, qui joue la mère du petit enfant et qui garde un secret terrible que je ne spoilerai pas aujourd'hui. Toujours est-il qu'il nous parle du memento mori, qui est cet art où on se sert des ossements humains pour se rappeler que nous sommes tous mortels. Mais il a cette très belle phrase aussi, memento amores, n'oublie pas que tu vas mourir, mais n'oublie pas aussi que tu dois aimer. Donc c'est la morale, c'est le cœur du film et c'est une des autres figures paternelles qui peuplent ce film. Au début, on voit une espèce de prologue qui se passe 28 ans auparavant, où un groupe d'enfants regarde les Teletubbies, très populaires dans le monde et en Angleterre à l'époque du début du film. C'est un film qui est profondément anglais, comme on va le voir dans l'épilogue également. Et donc ces enfants se font massacrer par des infectés. Seul l'un d'entre eux arrive à s'échapper et il se réfugie dans une église où son père est une espèce de prêtre illuminé qui attend l'arrivée des zombies comme si c'était la venue de Dieu et quelque chose que le ciel a décidé pour lui. Donc il est totalement illuminé et il se fait bien évidemment dévorer et transformer en zombie en quelques secondes. C'est la marque de fabrique désinfectée de ce film, qui est qu'une fois qu'on est mordu ou une fois qu'ils vous vomissent du sang sur le visage, eh ben, ça se passe en 10 secondes, comme on avait vu également dans World War Z, l'excellent World War Z, où la contamination, le dîner de contaminés était également très rapide. Et on avait également des zombies qui sprintaient dans tous les sens. Donc c'est maintenant la grammaire, on ne reviendra plus jamais aux zombies, je le fais bien, de Romero. Donc cette fois-ci, ce début de film très brutal voit ce jeune enfant s'échapper, et on a le carton comme d'habitude dans les films de 28 ans, 28 jours, 28 semaines, boum, 28 ans plus tard. Et là, c'est effectivement
comme dans Je suis une légende, la nature a récupéré ses droits et on passe dans cette île médiévale où tous ces gens survivent comme ils peuvent et l'histoire commence. Alors, je recommande ce film, comme je le disais, on va dire 7 zombies.8, ou alors plutôt 28 sur 35. On va rester dans le motif des 28. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller le voir. C'est quand même de bonne tenue. C'est filmé donc avec ces iPhones qui donnent une véritable énergie au film dont je parlais. Et puis, c'est Danny Boyle qui est quand même un des très grands metteurs en scène, même s'il n'a pas fait grand-chose depuis un petit moment et qui commence peut-être à s'essouffler. On retrouve quand même la rage et l'énergie punk, et je choisis bien le mot à sa juste valeur, pour la mise en scène du film, et en particulier pour un groupe d'hommes et de femmes qu'on voit à la fin du film, et c'est ainsi que s'achèvera également notre émission, qui s'appelle les Jimmies. Alors les Jimmies, il faut savoir un petit peu, il faut avoir un peu une culture anglaise. J'ai fait de la recherche parce que pour moi aussi, j'avais pas très bien compris qui étaient ces personnages qui arrivent en survêtement avec des cheveux blonds à la fin du film et qui sont, comme Danny Boyle l'a dit, un petit peu ces droogs, c'est-à-dire les personnages de Stanley Kubrick, le gang d'Orange Mécanique. Eh bien, ça n'est un secret pour personne. Danny Boyle, comme tout le monde, ou comme presque tout le monde, est très fan de Stanley Kubrick et d'Orange Mécanique. Et d'ailleurs, il y avait un petit clin d'œil dans, je crois que c'était Trainspotting, ou peut-être, oui, ça devait être Trainspotting, où ils étaient dans un bar qui rappelait le bar à lait, le Korova Milk Bar d'Orange Mécanique. Il y avait ce petit clin d'œil. Et ben, cette fois-ci, il a finalement son gang, ses droogs. C'est une grande tradition britannique, les gangs. On voit ça dans The Damned de Joseph Losey, avec l'extraordinaire Oliver Reed, dont je suis en train de lire les mémoires que je vous recommande aujourd'hui. Et donc, il a ce groupe qui arrive à la fin et qui sauve le petit Alfie, le petit Spike, c'est son nom dans le film, désinfecté, parce qu'il tout d'un coup, il est débordé par un groupe d'infectés qui va bientôt avoir le dessus. Et ces types arrivent et ils font une espèce de numéro à la Power Rangers. Alors on ne sait pas très bien si c'est vu à travers les yeux de l'enfant, qui au début du film, on voit une espèce de petit poupée d'action figure de Power Rangers, mais tout d'un coup ils se mettent à faire des sauts périlleux et des galipettes en tuant des zombies avec une énorme jubilation et cruauté, puisqu'on voit à travers le film, on voit des petits indices de la présence des Jimmies, donc ils s'appellent Jimmies pour deux raisons. D'abord parce que le petit garçon du début s'avère être le chef des Jimmies à la fin, on le reconnaît par la croix qu'il porte maintenant à l'envers, comme l'Antéchrist, que lui a donné son père dans l'église en début de film. Et c'est l'autre raison que je vais vous expliquer et que je n'avais pas compris au début pourquoi il s'appelait les Jimmy, c'est une référence à Jimmy Savile. Alors Jimmy Savile est un monstre bien plus effrayant que n'importe quel zombie, puisque un homme qui a véritablement existé, qui était DJ, qui avait des émissions en Angleterre et qui était aussi connu que Pierre Bellemare ou Léon Zitrone à l'époque pour nous. Et il était un pédocriminel réputé, et ça s'est avéré vrai après sa mort, parce qu'il était protégé, c'était un ami de la reine, de Lady Di et de toutes sortes de gens, donc il était protégé de façon dégueulasse de tous les côtés, et il a fallu attendre que ce type meure pour que tout d'un coup la vérité éclate au grand jour, avec des centaines, littéralement des centaines de victimes qui se sont mises finalement en avant, car elles avaient peur de son vivant de s'exprimer, et ce type a été heureusement donc démasqué, et à la fin du film, donc, ils sont tous habillés comme Jimmy Savile, qui notoirement avait des chaînes en or, un peu à la manière d'un rappeur et des survêtements, et cette espèce d'étrange coiffure blonde qui aurait dû éveiller les soupçons déjà de son vivant, mais comme je disais, il était extrêmement protégé en haut lieu. Mais donc, dans cet univers pervers de Alex Garland et de Danny Boyle, puisque la contamination commence en 2002 et que Jimmy Savile est mort, je crois, en 2011 ou 13 et n'a été révélé au grand jour, sa monstruosité n'a été révélée au grand jour que plus tard, eh bien, ces jeunes sont restés sur un Jimmy Savile qui était l'ami des enfants, qui faisait des émissions télé pour tout le monde. Il avait une émission qui s'appelait Jim Will Fix It, où il faisait venir justement des enfants et réaliser leurs vœux les plus chers. Et en coulisses, on peut pas imaginer les horreurs qui se passaient, ou dans les hôpitaux qu'il visitait, parce qu'en fait, il a réussi à s'en tirer parce que c'était un grand philanthrope. Donc, pédocriminel et philanthrope, Jimmy Savile, à qui ces jeunes, ce groupe de jeunes, ce gang de jeunes, rend hommage à la fin. Et ça, c'est très pervers, comme je disais, de la part de Boyle et Garland d'avoir fait ça. Et apparemment, le prochain film, de Bone Temple, verra donc les Jimmies, les Droogs de Danny Boyle, être les héros du film, des héros crapuleux et très dangereux qui prennent donc ce jeune enfant Spike sous leur aile, et bien sûr le retour de Cillian Murphy.
Voilà, ceci achève notre Kino Solo. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod de YouTube, avec tous les 15 jours une magnifique vidéo de l'ami Romain Lehoff, que je salue. Et bien sûr, très prochainement, un Kinopod ou un Kino Duo avec les Cinébodies, chers à mon cœur.